Bonjour, chers étudiantes et étudiants de PSF 213 Statistiques. Donc, dans le cadre des capsules précédentes, on a parlé des statistiques descriptives et à partir de maintenant dans le cours, on va changer de lunettes si on veut, puis on va commencer à parler des statistiques inférentielles, qui est une façon différente de voir les choses. Donc, à date, nous avons parlé de différentes stratégies qui nous permettent de répondre à certaines questions qui concernent un échantillon ou une population si on a accès à toutes les unités statistiques la composant. Ce qui, en passant, est, à toute fin pratique, très souvent impossible. Okay? Mais dans les petits cas où c'est possible, on a parlé de différentes stratégies qui nous permettent de répondre à certaines questions concernant cette population-là, si on a accès à toutes les unités statistiques, ou le plus souvent du temps, répondre à des questions par rapport à l'échantillon. Okay? Et toutes ces stratégies-là étaient descriptives. Ça veut dire on se demandait des choses à propos de l'échantillon ou à propos de la population. Comme par exemple, quelle est la tendance centrale de la distribution provenant de l'échantillon ou de la population? Mode, moyenne, médiane. Comment peut-on visualiser la distribution de l'échantillon ou de la population? Okay? Donc, on parle de graphiques, de tableaux, etc. Quelle est la dispersion au sein de la distribution provenant de l'échantillon ou de la population? Et on parle de variance, d'écart type, peut-être même d'étendue. Est-ce que les variables X et Y sont reliées dans notre échantillon ou dans la population? Souvenez-vous, à chaque fois que je dis population ici, c'est présupposer une population dont on a accès à toutes les unités statistiques. Alors, ici, on parle de quoi? On parle de covariance, de corrélation. Quelle est la magnitude de la différence entre les moyennes de nos deux échantillons ou de nos deux populations? Encore une fois, présupposant qu'on a accès à toutes les unités statistiques de nos deux populations. Et ici, on parle du D de Cohen et de la taille d'effet. Et d'autres questions qu'on peut poser. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des questions. J'ai oublié mon point d'interrogation ici à la deuxième. Peu importe. Donc, toutes ces questions-là sont des questions que l'on peut poser et qui viennent du monde des statistiques descriptives. Leur but, donc, c'est de nous décrire la distribution, soit qui vient d'un échantillon ou d'une population, encore une fois, si on a toutes les unités statistiques de la population. Et on peut décrire ces distributions de données-là de manière en parlant de la tendance centrale, en demandant comment on peut les visualiser, en parlant de la dispersion. Si on a mesuré deux choses, on peut essayer de décrire la relation entre les deux. S'il y a une différence entre deux échantillons ou deux populations, on peut se demander quelle est la magnitude de la différence. Tout ceci tombe dans le groupe des statistiques dit descriptives. Donc, ces questions-là sont toutes importantes. Okay? Mais quand on regarde qu'est-ce qui occupe le plus les statisticiens ou les gens qui utilisent la statistique en psychologie, ce ne sont pas des questions comme ça. Je dirais, elles sont toutes importantes, intéressantes en elles-mêmes, mais dans la vaste majorité des cas en psychologie, puis dans la vaste majorité des sciences qui utilisent les statistiques aussi, on a un problème, c'est qu'on n'a pas accès à tous les membres de la population. Fait qu'on a juste accès à des échantillons. Okay? Puis en plus, on calcule les statistiques d'un échantillon comme X bar, S, R, etc. Non pas parce que l'échantillon est intéressant en lui-même, puis on fait de la recherche pour mieux comprendre l'échantillon, mais plutôt parce qu'il nous permet, cet échantillon-là, d'inférer les paramètres de la population de laquelle il provient. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'échantillon. Donc, quand on calcule les moyennes, les écarts types, les corrélations au niveau échantillonnal, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial à propos de l'échantillon puis qu'on veut l'étudier puis tout ça. C'est à cause qu'on utilise l'échantillon comme outil pour nous dire, essayer de nous dire quelque chose à propos de la population dont il provient. C'est ça qui nous intéresse, c'est la population. Okay? Quand je fais une étude sur le développement de la lecture puis j'utilise deux groupes de 15 enfants, c'est pas vraiment parce que je m'intéresse uniquement à la lecture chez ces 30 enfants-là. Non, c'est parce que c'est un échantillon de 30 enfants, deux groupes de 15, qui
que j'utilise pour essayer de comprendre les enfants en général de leur âge, tu sais, la population. Or, dans un contexte comme celui-ci, où on n'a pas accès à tous les membres de la population, puis on utilise un échantillon pour essayer de dire quelque chose à propos de la population, il y a plusieurs questions importantes auxquelles les statistiques descriptives qu'on a vues jusqu'à maintenant ne peuvent pas répondre. Et je vais vous donner des exemples ici. Premier exemple. OK. Imaginons que vous faites de la recherche sur l'empathie. OK? Puis, à un moment, vous avez une idée que vous aimeriez déterminer en quelle mesure les Québécois et les Québécoises qui font des études en sciences infirmières, en quelle mesure ils sont empathiques, en quelle mesure ils ont de l'empathie. Pourquoi? Parce que peut-être que vous raisonnez que pour être infirmier, infirmière, il faut quand même avoir un certain niveau d'empathie, puis on voudrait probablement empêcher les gens qui sont très faibles en empathie, ou peut-être même les gens qui sont trop forts en empathie parce qu'ils vont se brûler, d'aller dans la profession infirmière, par exemple. En tout cas, peu importe le contexte. Vous vous intéressez donc aux étudiants en sciences infirmières québécois au Québec. Okay? Mais évidemment, c'est une population, vous ne pouvez pas faire faire un test un test d'empathie à tous les étudiants en sciences infirmières au Québec, c'est trop. Okay? Puis en plus, ils s'en rajoutent à chaque année de toute façon. Fait que ça finit jamais. Donc, vous utilisez un échantillon. Donc, pour ce faire, vous administrez un test d'empathie. Imaginons un bon test, très bien validé, très fidèle, tout ça, allant de 0 à 50. 0, vous êtes nullement empathique. 50, vous êtes hyper empathique. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose en passant, être hyper empathique. Là. Donc, vous administrez ce test d'empathie-là à un échantillon de 150 étudiants en sciences infirmières au Québec. Vous avez un bon échantillon représentatif, vous êtes allé dans les différentes universités des différentes régions, des différentes villes, etc. OK? Vous trouvez X bar est égal à 43. Autrement dit, le score moyen d'empathie dans votre échantillon de 150 personnes est de 43 sur une échelle qui allait de 0 à 50. OK? Bon. Seriez-vous prêt à dire que cette statistique que vous avez trouvée, le X bar qui est égal à 43, représente bien le paramètre mu, ce qui veut dire le score moyen d'empathie chez l'ensemble des étudiants en sciences infirmières du Québec, donc la population? Seriez-vous confiant que la statistique que vous avez trouvée représente bien le paramètre que vous essayez de déterminer? Parce que c'était ça votre but. Vous vouliez savoir en moyenne comment sont empathiques les gens qui font des études en sciences infirmières au Québec. Mais vous avez juste un échantillon. Donc vous avez trouvé une statistique de 43. Mais ce qui vous intéresse vraiment, c'est le paramètre, le mu. En quelle mesure seriez-vous confiant que votre X-bar représente bien votre mu? Bien, en y pensant, vous dites, il y a deux possibilités, vraiment. Hein? Soit j'ai raison en pensant que X-bar est égal à mu, qui est égal à 43. Donc, peut-être que le X-bar que j'ai trouvé représente bien le mu. Donc, peut-être que la statistique représente parfaitement le paramètre. Mais il se pourrait aussi que la statistique X-bar, qui est égale à 43, ne représente pas le paramètre. Que le paramètre ne soit pas 43. Là, vous commencez à réfléchir à ça. Puis vous dites, mais c'est quoi la probabilité que j'ai tort ou que j'ai raison si je pense que le paramètre est égal à 43? Ça serait-il possible d'estimer mu, ce qui m'intéresse réellement, de manière à ce que la probabilité que je me trompe soit faible? Bien, les statistiques descriptives ne peuvent pas répondre du tout à cette question. Cette statistique descriptive fait juste dire, ton échantillon, ton X-bar est égal à 43. Mais quelles sont les chances, ou y a-t-il façon de donner une genre, d'utiliser ce 43-là qu'on a trouvé avec l'échantillon pour essayer de générer un genre d'estimé de qu'est-ce que pourrait être mu, le paramètre qui m'intéresse réellement, et de le faire d'une certaine manière que j'aurai un certain niveau de confiance dans ce que je dis? Les statistiques descriptives ne peuvent rien faire pour vous à ce niveau-là. Ceci est du domaine des statistiques inférentielles. Deuxième exemple. Imaginons que votre ami obtient un score de 67 sur 100 à son examen de physique quantique. Est-ce un bon score?
Ben, on a déjà vu dans le passé que une des façons de répondre à est-ce un bon score, c'est de le convertir en score Z. Pour voir, au moins, il est en haut de la moyenne, puis il est à combien d'écart type de la moyenne. Bon, ben, votre ami vous répond que son score Z est de plus 3. Il est donc à 3 écarts types en haut de la moyenne. Ben, vous savez que ceci, donc, signifie qu'il est à 3 écarts types au-dessus de la moyenne. Et ceci vous semble donc une excellente performance. Okay? Mais à un moment, vous vous dites, mais attends une seconde, là. Dans la vie en général, quand on mesure des choses comme les connaissances à un examen, par exemple, c'est quoi la probabilité que quelqu'un ait un score Z de plus 3? En général, là, quand on mesure quelque chose. Par exemple, quand on mesure quelque chose en éducation, c'est quoi les chances que quelqu'un ait un score Z de plus 3? C'est un événement rare ou un événement commun? Vous savez que vous pouvez déterminer en regardant le graphique la distribution de sa classe à lui. Vous pouvez dire il est vraiment fort dans sa classe à lui, probablement une des meilleures notes. Mais c'est quoi les chances dans la vie en général d'obtenir un Z, score Z de plus 3? C'est un événement rare? C'est un événement commun? Ben, les statistiques descriptives ne peuvent pas répondre à cette question. Les statistiques descriptives vont juste dire, regarde, ça c'est la moyenne, ça c'est son score, ça c'est l'écart type. Considérant tout ça, il y a eu un score Z de plus 3. Puis les statistiques descriptives pourraient aussi vous dire, ben, tu sais, il y a seulement tel pourcentage de la classe qui a eu plus haut que lui. Donc, il est très fort au niveau de la classe. Mais elles ne peuvent pas répondre à la question, oui, mais c'est quoi les probabilités en général, quand on mesure quelque chose, d'obtenir un score si haut que plus 3 en termes de score Z? Les statistiques descriptives ne peuvent pas vous répondre à cette question-là. Encore une fois, ceci est du domaine des statistiques inférentielles. Troisième exemple. Selon votre théorie, il devrait y avoir une relation positive entre les capacités d'imagination des enfants et leur tendance à avoir des amis. Okay? Parce que vous dites, par exemple, que pour avoir des amis, il faut être capable de s'imaginer la perspective d'autrui. Donc, vous décidez de mesurer la corrélation entre le score sur un test d'imagination et une mesure d'amitié chez 30 enfants, par exemple, d'âge scolaire. Donc, imaginons que le X, ma petite flèche, imaginons que le X ici, c'est les capacités d'imagination qui vont de très faibles à très fortes. Et ici, c'est, je sais pas, une mesure quelconque de comment bon t'es à te faire des amis, par exemple. Tu sais? Il va de très faible à très fort. Okay? Puis vous avez ce que je pense être 30 points ici, là, c'est vos 30 enfants, vos 30 unités statistiques. Vous trouvez une corrélation positive et forte. Imaginons un AR de 0,83. Okay? Donc, très fort. Là. Corrélation positive entre la capacité à s'imaginer des choses, capacité d'imagination et la tendance à se faire des amis, par exemple. Okay? Mais là, imaginons qu'au niveau de la population, ça c'était au niveau de votre échantillon, mais maintenant, imaginons qu'au niveau de la population, il n'y avait pas de corrélation entre ces deux variables, entre l'imagination et la tendance à l'amitié. Donc le nuage de points ressemblerait à celui-ci, par exemple. Okay? Et le paramètre ρ, qui est la version paramétrique du R, okay? Le R, c'est une statistique au niveau des échantillons, le ρ, c'est le paramètre au niveau de la population. Le ρ est égal à 0, ce qui veut dire qu'au niveau de la population, imaginons qu'il n'y a aucune corrélation entre X et Y là, au niveau de la population. Il ne serait pas impossible que simplement par hasard, vous ayez choisi les individus ici qui clignotent. Les voyez-vous? Peut-être que juste par hasard, sans faire exprès, vous avez choisi dans votre étude juste les individus qui clignotent ici, pour faire partie de votre échantillon. Donc là, j'espère que vous commencez à voir le problème. Vous avez au niveau de toute la population, imaginons que ça c'est toute la population, là. Vous avez ρ qui est égal à 0, aucune corrélation. Mais dans l'échantillon que vous avez pris, vous avez sans faire exprès pris un échantillon d'une certaine manière que vous avez sélectionné 30 personnes pour lesquelles les deux variables ont l'air très corrélées. Donc, en incluant uniquement ces individus dans votre échantillon, ça vous donnerait l'impression qu'il y a une corrélation entre l'imagination et l'amitié au niveau, puis il y en aurait une au niveau de votre échantillon,
Puis vous diriez, ben, donc ça veut dire qu'il y en a une au niveau de la population, mais toutefois, ce ne serait pas le cas. Il n'y en aurait pas une au niveau de la population, parce qu'on vient juste de voir qu'on peut tirer un échantillon comme ça, à partir... ne pensons pas au téléphone, s'il vous plaît. On peut tirer un échantillon comme ça, à partir d'une population où il n'y a aucune corrélation. Okay? Donc, autrement dit, au niveau de l'échantillon, vous auriez une statistique de 0,83, mais au niveau de la population, vous auriez un paramètre, ρ, qui est égal à 0. Donc, la question, c'est, quelles sont les probabilités que ceci est en train d'arriver en ce moment? Je veux dire, vous venez juste de prendre une mesure au niveau de 30 enfants, mesure de x et de y, la variable x et y, vous avez trouvé une corrélation forte. La voici, là, les points en noir. Mais quelles sont les chances que cette corrélation-là émerge d'une population que l'on voit ici en gris, là, en gris et noir dans le fond, là, où est-ce qu'il n'y a aucune corrélation là, entre x et y? En d'autres mots, quelles sont les chances que la statistique que vous avez trouvée, qui a l'air d'être vraiment, qui pointe vraiment vers une corrélation importante, que ça soit faux, qu'au niveau de la population, ça soit juste faux? Quelles sont les chances qu'avec une population où ρ est égal à 0, qu'on puisse par hasard trouver un échantillon où est-ce que R est égal à, c'est quelque chose comme 0,83, quelque chose de très fort? Bien, les statistiques descriptives ne peuvent pas répondre à cette question-là. Les statistiques descriptives peuvent juste vous dire, ben voilà, dans notre échantillon, le R était 0,83. Là, vous avez une décision à prendre, soit de dire, ben, est-ce que je fais confiance que ce 0,83 que j'ai trouvé avec mon échantillon, est-ce que je fais confiance que ça reflète bien la corrélation au niveau de la population? Quelles sont les chances qu'on obtiendrait une corrélation si forte s'il n'y avait aucune corrélation au niveau de la population? Seules les statistiques inférentielles peuvent répondre à cette question-là. Pas les statistiques descriptives. Quatrième exemple. Imaginons que vous voulez faire une étude pour examiner est-ce que les personnes qui fument du tabac sont plus enclins à souffrir d'anxiété que les non-fumeurs. Okay? Disons que vous avez des raisons de penser ça. Et donc, vous allez prendre, évidemment, vous ne pouvez pas prendre tous les fumeurs et non-fumeurs qui existent, donc vous allez prendre 2 échantillons. Okay? Un groupe de 80 fumeurs, puis un groupe de 80 non-fumeurs. Puis vous essayez de faire en sorte qu'ils sont les mêmes sur tout, là, le niveau socio-économique, l'âge, le genre, tout ça. Là. Bon, pour contrôler tous les facteurs possibles qui pourraient être des variables nuisibles. 80 fumeurs, 80 non-fumeurs. Puis chaque individu doit remplir une mesure auto-rapportée qui porte sur leurs symptômes d'anxiété, qui va donner un score allant de 0 à 50. 0 est égal à pas du tout anxieux, 50 est égal à maximalement anxieux, par exemple. Donc, vous voulez savoir, est-ce que les gens qui fument ont tendance à être plus anxieux que les gens qui ne fument pas? Vous trouvez les choses suivantes. Okay? Dans votre groupe de fumeurs, la moyenne est égale à 38, l'écart type est égal à 2,9. Dans votre groupe de non-fumeurs, N fume, la moyenne est 27, l'écart type est 3,1. Si vous calculez les choses, vous faites 38 moins 27, vous remarquez donc que c'est une différence de 11 points. Dans le sens où les fumeurs semblent 11 points plus anxieux, selon le questionnaire que vous leur avez administré, que les non-fumeurs. Et imaginons que ceci est associé à une taille d'effet qui est assez forte. Okay? Vous êtes satisfait au niveau de la taille d'effet. Bon. Donc, vous avez remarqué une différence de 11 points qui est associée qui est entre les fumeurs et les non-fumeurs. OK? Mais là, vous avez trouvé cette différence statistique de 11 points entre la moyenne des fumeurs et la moyenne des non-fumeurs. Mais là, vous allez prendre pour acquis que cette différence-là, là, entre les deux groupes là, de 11 points, elle représente bien la différence entre les deux groupes au niveau paramétrique. Elle représente bien si vous aviez accès à tous les fumeurs et tous les non-fumeurs au monde, puis vous faisiez le même test, que vous observeriez que les fumeurs sont à peu près 11 points plus anxieux que les non-fumeurs. C'est ce que vous avez trouvé dans votre échantillon. Puis
imaginons que vous prenez donc pour acquis que, ben voilà, ça représente bien la différence entre les fumeurs et les non-fumeurs en général. Mais la question c'est, est-ce que ça la représente vraiment? Serait-ce possible, par exemple, qu'il n'y ait aucune différence entre les fumeurs et les non-fumeurs au niveau des paramètres? Bref, que la moyenne des fumeurs pour l'anxiété soit égale à la moyenne pour les non-fumeurs. Et que simplement, par hasard, vous avez choisi des individus fumeurs qui sont plus anxieux et des individus non-fumeurs qui sont peu anxieux. Donc ici, on le voit. J'ai ma distribution d'anxiété, disons. Je n'ai pas mis des chiffres ici, là, mais évidemment, vous avez la moyenne au milieu, le mu. Plus ça va vers là, plus les gens sont anxieux, puis ça va vers là, moins ils sont anxieux. Puis j'ai une belle distribution normale ici, par exemple, là, on va voir c'est quoi une distribution normale plus tard, mais une distribution comme ça, ok? On voit que ça, c'est les fumeurs. La plupart des fumeurs sont pas mal, c'est pas peu anxieux, mais pas beaucoup anxieux non plus, sont en plein au milieu, ok? Puis plus on monte dans l'anxiété, moins il y a de gens, plus on descend dans l'anxiété, moins il y a de gens aussi. Puis imaginons que c'est la même affaire pour les non-fumeurs. Même affaire exactement, même, vous voyez, c'est aligné, les moyennes sont alignées, c'est la même moyenne. Donc imaginez qu'il n'y a aucune différence au niveau de la population entre les fumeurs et les non-fumeurs au niveau de l'anxiété. OK? Aucune différence, comme on peut voir ici. Là. Serait-ce possible que par hasard, sans faire exprès, quand vous avez échantillonné chez vos fumeurs, vous êtes allé chercher ces gens-là ici, les petits X, les gens qui sont plus anxieux. Okay? Il y en a moins de ces gens-là, évidemment, mais c'est possible que vous soyez allé chercher ces gens-là. Puis pas les gens ici. Puis serait-ce possible de l'inverse, que chez les non-fumeurs, vous êtes juste, sans faire exprès, vous êtes juste allé chercher les gens super peu anxieux, les gens qui sont vraiment au bas de la courbe ici. Puis vous n'avez pas échantillonné tous les gens ici. Si vous aviez fait ça, ben, vous auriez l'impression qu'il y a une différence importante entre les moyennes au niveau statistique. Ben, en fait, c'est pas juste une impression. Au niveau statistique, il y aurait une différence importante de 11 points entre la moyenne des fumeurs, X bar, puis la moyenne des non-fumeurs. Les fumeurs seraient 11 points plus anxieux que les non-fumeurs. Mais vous penserez, c'est parce que c'est comme ça dans la population en général. Mais non, c'est parce que au niveau paramétrique, là, il n'y aurait aucune différence. C'est juste que vous êtes allé choisir des fumeurs super anxieux puis des non-fumeurs peu anxieux, sans faire exprès, encore une fois. Donc, ça ne serait pas le cas au niveau paramétrique. Au niveau paramétrique, mu des fumeurs serait égal à mu des non-fumeurs au niveau de l'anxiété. Aucune différence au niveau de l'anxiété moyenne entre les non-fumeurs et les fumeurs. Mais au niveau statistique de votre échantillon, les fumeurs sont 11 points de plus que les non-fumeurs, 11 points plus anxieux. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez choisi des gens de cette manière-là sans faire exprès. Donc là, vous dites, tantôt j'ai trouvé un 11 points de différence, puis je me suis dit, mon 11 points de différence au niveau des échantillons, il représente probablement une différence de 11 points au niveau de la population. Mais là, vous dites, pas nécessairement. Ça pourrait que j'obtienne une différence de 11 points au niveau de mon échantillon, mes deux échantillons, mais que j'obtienne ça en ayant tiré un échantillon de deux populations, fumeurs et non-fumeurs, qui sont exactement les mêmes, qu'il n'y a aucune différence entre les deux. T'sais? Donc, ce que j'ai trouvé au niveau statistique, il n'y a pas de comparaison là, au niveau paramétrique, au niveau de la population. C'est une erreur, si on veut. Quelles sont les probabilités que ceux-ci sont en train d'arriver en ce moment? Vous posez cette question-là. T'sais, vous avez trouvé 11 points de différence, vous êtes excité. Vous dites, hey, cool! J'ai une étude qui suggère que les fumeurs sont plus anxieux que les non-fumeurs. Puis là, vous dites, attends, quelles sont les chances que je trouverais ça avec un échantillon si mon échantillon était tiré de populations de fumeurs et non-fumeurs chez lesquels il n'y avait aucune différence, vraiment. Comme on voit ici. Quelles sont les chances que j'ai fait ça, bref, que je sois allé tirer mes fumeurs ici, des plus anxieux, puis mes non-fumeurs dans les moins anxieux? Bien, les stats descriptives ne peuvent rien vous dire par rapport à ça. Zéro. Les stats descriptives peuvent vous dire c'est quoi la moyenne de l'échantillon fumeur, c'est quoi la moyenne de l'échantillon des non-fumeurs, c'est quoi la différence, c'est quoi la taille d'effet associée à cette différence-là. Mais les stats descriptives ne peuvent pas vous dire les chances que par hasard, sans faire exprès, vous ayez choisi des gens d'une certaine manière que même s'il n'y a aucune différence entre les fumeurs et les non-fumeurs au niveau de l'anxiété,
chez la population, chez les échantillons que vous avez pris, vous trouvez cette différence. Ça, les stacks descriptifs ne peuvent rien faire pour ça. Ceci est du domaine des statistiques inférentielles, encore une fois. Donc, avez-vous remarqué quelque chose dans ces 4 exemples-là? Il y a toujours un mot qui revient constamment. Et c'est le mot probabilité. Le concept de probabilité revient dans chacune de ces questions-là, parce qu'on demande tout le temps, c'est quoi les chances ou c'est quoi les probabilités? Chance, probabilité, je vais utiliser de manière interchangeable ces 2 mots-là, je les vois comme synonymes. Okay? Mais ce concept-là de probabilité-là, c'est ce à propos de quoi, c'est ça le concept central des statistiques inférentielles. Okay? C'est quoi la probabilité? Mais la probabilité, c'est une méthode qu'on utilise pour mesurer ou quantifier les chances d'obtenir un échantillon spécifique à partir d'une population quelconque. Comme disons, imaginons que j'ai une population ici là, qui varie en termes de, tu sais, j'ai des triangles bleus, des étoiles jaunes, des ronds rouges, des carrés blancs. Okay, puis ça, c'est ma population. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 triangles bleus, 10 étoiles jaunes, 10 ronds rouges, 10 carrés blancs. Tout ça, c'est ma population. Okay? Puis là, je tire un échantillon de ça. Puis de 2, 3, 4, 5, 6. Un échantillon de 7. N est égal à 7. Ici, la population, le N est égal à 40. Mais ici, mon échantillon est égal à 7. Okay? Et l'échantillon que j'ai pigé est celui-ci. Un rond rouge, une étoile jaune, 2 triangles bleus, 3 carrés blancs. Okay? La question de probabilité, c'est quelles sont les chances d'obtenir un échantillon comme celui-ci, étant donné que j'ai une population comme celle-là. Okay? Et c'est la question qu'on se pose depuis le début là, dans les exemples. Parce qu'on revenait tout le temps à la même question. C'est quoi les chances que j'ai trouvé telle chose au niveau de l'échantillon si, tu sais, je présuppose que, par exemple, c'est pas comme ça au niveau de la population. Donc, on revenait tout le temps à cette question-là. Okay? La question d'inférence, c'est la même question, mais dans le côté inverse. Faire de l'inférence, quand on fait de l'inférence, c'est qu'on regarde un échantillon qu'on a obtenu, puis on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la population dont il provient. Donc, si j'obtiens, imaginons que je ne connais pas cette population-là, ici vous la voyez, là, vous avez comme la vision comme du dieu là, dans le PowerPoint sur les mesures de dispersion, là, qui connaît la population d'avance. Mais imaginons que vous ne connaissez pas cette population, vous ne savez pas elle est faite de quoi. Vous trouvez cet échantillon-là. Bien, la question d'inférence, c'est étant donné l'échantillon qu'on a obtenu, quelle est la probabilité qu'il provienne d'une population qui aurait, par exemple, tant de triangles, tant de ronds, tant de carrés, et ainsi de suite. Ici, on la connaît, là, la population. Donc, c'est pour ça que j'ai dit d'une population comme celle-ci. Mais dans la vraie vie, on ne la connaîtrait pas. OK? Donc, la probabilité est extrêmement importante. Là. Tous les exemples que je vous ai donnés à date, c'est tout le temps des questions où on veut savoir la probabilité de quelque chose. Puis, au niveau mathématique, on définit la probabilité en tant qu'une fraction ou d'une proportion. Et la probabilité d'un événement spécifique, c'est une fraction ou une proportion là, qui représente le ratio qui compare la fréquence de cet événement-là relativement au nombre de tous les événements possibles. Puis oui, peut-être vous vous dites, my God, c'est comme abstrait ça. Oui, mais c'est très facile à comprendre que dans un jeu de cartes de 54 cartes, j'inclus les jokers, là, okay? Vous savez qu'un jeu de cartes, ça a 52 cartes plus 2 jokers, ce qui fait 54 cartes. Okay? Bien, les chances de piger un roi, juste un roi, là, elles sont, ici j'ai P, entre parenthèses roi, ça veut dire la probabilité de piger un roi, est égale à 4 sur 54. Qui est égal à 7%. Parce qu'il y a 4 rois dans un jeu de cartes et il y a 54 cartes, si j'inclus les jokers. Donc, le voici mon ratio, là, qui compare la fréquence de cet événement. Cet événement-là, un roi, il arrive 4 fois. Sur l'ensemble de tous les événements possibles, mais c'est toutes les cartes possibles, c'est 54 cartes. Donc, la probabilité, c'est 7%. Et donc, cette phrase-là, là, elle reflète ce truc-là ici. La probabilité d'obtenir un joker est différente. Okay? Elle est de
la probabilité d'obtenir un joker, elle est de 2 sur 54. Donc 4%. Pas la même chose que le roi. Le roi est plus probable, si vous pigez au hasard à travers, dans un jeu de cartes de 54 cartes, vous avez plus de chances de tomber sur un roi qu'un joker. Vous avez quand même peu de chances de tomber sur un roi ou un joker. 7%, 4%, c'est pas énorme. Mais vous avez quand même plus de chances de tomber sur un roi que sur un joker. Okay? Et donc, lorsque les scores dans une population varient, comme dans mon exemple ici, les cartes varient. Okay? C'est pas toutes des rois, c'est pas toutes des jokers, c'est pas toutes des as. Okay? Les cartes varient. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, reine, roi, joker, tu sais. Il y a beaucoup de variations là-dedans. Donc, les scores varient. Si je convertis ces cartes-là en scores, là, par exemple, les scores varient, les cartes varient. Il est impossible de prédire exactement quel score ou quelle carte vous allez tirer dans un échantillon. Prenez un échantillon au hasard dans une carte. Pigez une carte au hasard dans un jeu. Vous ne pouvez pas dire exactement c'est quelle carte que vous allez piger. C'est impossible. C'est impossible. Okay? Mais vous pouvez vous baser sur les lois de la probabilité pour déterminer que vous avez plus de chances que, disons que vous pigez une carte, là, puis vous ne regardez pas c'est quoi tout de suite, là, vous ne l'avez pas encore retourné, vous pigez une carte, vous pouvez vous avez aucune idée c'est quoi, mais vous pouvez tout de suite dire qu'il y a plus de chances qu'entre vos mains, là, vous ayez un roi qu'un joker. Simplement par le fait qu'un roi a 7% de chance d'arriver. Okay? Il y a 4 rois dans un jeu de 54, alors qu'un joker a 4% de chance d'arriver. Il y a 2 jokers sur 54. Okay? Donc, vous pouvez vous baser sur les lois de la probabilité pour déterminer les chances d'avoir pigé un échantillon spécifique, puis par exemple de dire que vous êtes un peu plus confiant que vous avez un roi que vous avez un joker. Mais encore là, tout en restant conscient que les probabilités que vous avez un roi sont quand même juste de 7%. Ce qui pourrait être vrai. Vous pourriez avoir le joker, vous pourriez être chanceux puis avoir pigé l'événement qui avait 4% de chance d'arriver. Mais vous ne savez pas c'est quoi. Mais vous savez qu'il y a plus de chances que ce soit un roi qu'un joker. Donc, même si vous ne pouvez pas prédire exactement quelles valeurs seront obtenues pour un échantillon, il est possible de déterminer lesquelles sont plus probables et lesquelles sont moins probables. Le roi est plus probable qu'un joker. Mais là, à ce point-ci, je vais vous faire remarquer quelque chose. Parce que vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi le lien là, avec les jeux de cartes puis les situations de tantôt là, où on disait que les statistiques descriptives ne peuvent rien faire pour ça, c'est toutes les statistiques inférentielles qui peuvent faire quelque chose pour ça. Bien, remarquez que qu'est-ce qui vous permet ici de dire que vous avez plus de chances d'obtenir un roi qu'un joker? Plus de probabilité d'obtenir un roi qu'un joker. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais ce qui vous permet de dire ça, c'est que vous savez certaines choses à propos de la population. La population ici étant l'ensemble des 54 cartes. Vous savez quelque chose à propos de cette population-là. Vous savez, en fait, vous pouvez faire ces prédictions-là, que vous pouvez prédire qu'il y ait plus de chances de trouver un roi qu'un joker. Vous pouvez faire ces prédictions-là, ces jugements de probabilité-là, parce que vous savez qu'il y a 54 cartes dans un jeu, qui inclut 2 jokers. Vous savez qu'il y a 4 couleurs par carte, par deck, là, par jeu de cartes. Puis il y a un roi par couleur, ça veut dire qu'il y a 4 rois dans les 54 cartes. Et vous savez tout un autre paquet de trucs aussi, mais vous avez juste besoin de savoir ça pour l'instant. Donc, ce sont ces choses-là que vous savez à propos de la population du jeu de cartes, des 54 cartes, qui vous permettent de faire un jugement de probabilité comme quoi le roi est plus probable que le joker. Okay? Vous pouvez faire ces jugements-là, pas parce que vous ressentez ça, dire, je sens qu'il y a plus de probabilité. Non, non, c'est à cause de ce que vous savez de la population que vous pouvez faire ce jugement de probabilité-là. Okay? Mais je dois vous dire, si je vous disais, voici un nouveau jeu de cartes, je te présente maintenant un nouveau jeu de cartes, ok? Puis il est fait de manière différente. Là. Celui-là, il y a 61 cartes, puis pour certaines couleurs, il y a plus de rois, puis pour certaines couleurs, il y a moins de rois, puis il y a toujours 2 jokers. Ben là,
Si je vous demandais c'est quoi la probabilité de tirer un roi là-dedans, mais là, vous ne le savez plus, là. Parce que vous ne savez plus parce que là, on vous a dit que pour certaines couleurs, il y a plus de cartes, il y a plus de rois, pour d'autres couleurs, il y a moins de rois. Vous n'êtes plus capable de faire une prédiction logique, un jugement de probabilité, parce que vous ne connaissez plus la population. Ici, vous la connaissiez. 54 cartes, 2 jokers, 4 rois. Ça vous permet de dire qu'il y a plus de chances de tirer un roi qu'un joker. Et ça vous permet aussi de dire que le roi, même s'il y a plus de chances de tirer, relativement peu de chances quand même, 7%. Donc, la conclusion que je veux que vous gardez en tête, c'est que quand vous vous posez la question, quelles sont les chances que j'ai tiré un échantillon spécifique, là, un certain échantillon, à partir d'une population, votre capacité de calculer la probabilité d'avoir obtenu cet échantillon-là, là, ben, il dépend directement de ce que vous savez des paramètres de cette population. Okay? Les paramètres ici, c'était ça, là. 54 cartes, 4 couleurs, 1 roi par couleur, 2 jokers par deck. Ça, c'est des paramètres au niveau de la population des cartes. Si vous ne connaissez pas les paramètres de cette population-là, vous ne pouvez pas faire un jugement de probabilité. Vous ne pouvez pas savoir si l'échantillon que vous avez trouvé était peu probable, beaucoup probable, quoi. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, on ne sait pas. Et voici le problème. C'est que la vaste majorité du temps, en psychologie, là, on ne joue plus aux cartes. La psychologie humaine, ce n'est pas quelque chose de simple que 54 cartes avec un roi par couleur puis 4 couleurs. La vaste majorité du temps en psychologie, on ne sait pas grand-chose sur la population, voire absolument rien sur la population et ses paramètres. Donc, dans mon exemple de tantôt, disons, j'ai trouvé une corrélation au niveau de l'échantillon là, de R qui était égal à 0,83. Tu sais? Puis là, je me demande, mais c'est quoi les chances d'avoir tiré ça à propos de ma population, tu sais? Mais je sais pas, moi, je connais pas ma population du tout. Je prends un échantillon parce que je connais pas ma population. Donc ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut juger quelles étaient les chances d'avoir tiré un certain échantillon à propos d'une population, à partir d'une population, quand on ne connaît rien sur les paramètres de la population? Dans l'exemple de carte, on connaissait tout sur les paramètres de la population, c'était correct. Dans mon exemple dans mes exemples de tantôt, ceux qui montraient pourquoi les statistiques descriptives, c'est quoi leurs limites, on ne connaît pas du tout les populations. Ben, et ça, c'est un problème. Mais il y a une solution à ça. Et la solution, c'est que même si on ne peut pas être certain, il y a des choses qu'on peut présupposer à propos des populations qu'on ne connaît pas et qui ont des bonnes chances d'être vraies. Okay? Je répète ça. Okay? Je répète ça. Vous ne connaissez pas, par exemple, si je vous dis, c'est quoi, comment est-ce que la dépression, disons, vous avez un test de dépression qui va de 0 à 10. 0, vous n'êtes pas du tout déprimé, 10, vous êtes très déprimé. Puis vous demandez, je me demande si on donnait ça à tous les Canadiens. Bon, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Mais si on le donnait à tous les Canadiens, tu sais, il y aurait une moyenne à ça. Cette distribution-là aurait une certaine forme, il y aurait un certain écart type. C'est juste que je ne peux pas le savoir, parce que je ne peux pas le faire. C'est impossible. Okay? Mais il s'avère que les mathématiciens ont compris qu'il y a des choses qu'on peut présupposer concernant cette distribution-là de scores chez tous les Canadiens qui sont probablement vraies, même si on ne l'a pas observé directement. Et la raison, c'est parce qu'au cours de centaines d'années, les mathématiciens ont fait des simulations avec des banques de données, d'énormes chiffres et ainsi de suite. Puis ils ont trouvé qu'il y a des choses qui semblent être très souvent vraies à propos des populations. Que même si on ne connaît pas l'ensemble d'une population, on peut présupposer certaines choses qui sont vraies. Okay? Et c'est à partir de ces présuppositions-là que si on prend pour acquis que telle chose est vraie à propos de la population, on peut estimer les chances et probabilités d'avoir obtenu un certain échantillon. Et ça nous permet, par exemple, de répondre à la question, bon, si j'imagine qu'il n'y avait aucune corrélation au niveau de la population, mais il y a certaines choses que les mathématiciens savent
à propos d'une population quand la corrélation est à 0, qui me permet de, si j'imagine que la corrélation est égale à 0, puis que je prends en compte ce que les mathématiciens savent, puis qu'ils me disent, je peux, en me basant sur ce qu'ils me disent, ce qui n'est pas nécessairement toujours vrai, mais je peux avoir un certain niveau de confiance à me baser sur ce qu'ils disent, je peux estimer la probabilité d'avoir trouvé une corrélation de 0,83, par exemple, dans mon exemple. Okay? Et donc, c'est ça la réponse à la question, dans le fond. La réponse au problème de comment on fait pour estimer les chances d'avoir trouvé un certain échantillon à partir d'une population si on connaît nullement les paramètres de la population. Avec l'exemple de cartes, on connaissait les paramètres. C'est ça qui nous permettait de dire qu'un roi était plus probable qu'un joker et qu'un roi était quand même très peu probable, 7%. Mais si je connais rien de la population, comment je fais? C'est que, oui, tu connais pas les détails de la population, mais il y a des choses qu'on a probablement raison de présupposer à propos de la population. Et c'est à partir de ces présuppositions-là qu'on a probablement raison d'avoir que l'on va procéder pour dire, si ça c'est vrai à propos de la population, puis il y a des bonnes raisons de croire que c'est vrai, parce que toutes les populations sont de telle manière ou quelque chose comme ça. Donc, si ça c'est vrai, les chances que j'ai tiré cet échantillon-là sont de temps, par exemple. Et dans le cadre du prochain PowerPoint, c'est ce qu'on va voir. On va commencer à voir quelles sont certaines présuppositions qui sont bonnes qu'on devrait avoir à propos de population.